Je m'appelle Catherine Jutras. Depuis 20 ans, je travaille auprès des gens réticents à utiliser les services traditionnels. Depuis l'arrivée de la crise des surdoses au Québec, dans les années 2010, le sujet de l'utilisation de substances m'interpelle particulièrement. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille en prévention des surdoses et un constat ressort. La stigmatisation des personnes utilisatrices de substances est bien présente et nuit fortement aux individus concernés. Derrière cette crise qui nous concerne collectivement, des gens naviguent dans une réalité cachée. Aujourd'hui, 5 de ces personnes ont bien voulu venir témoigner de leur réalité. Des gens d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue. Des gens qui sortent des stéréotypes véhiculés par l'imaginaire populaire. Des personnes qui ont toutes accepté de venir partager leur réalité sous la condition d'une garantie d'anonymat, parce que les enjeux du dévoilement sont trop importants. C'est pourquoi le nom et la voix des personnes ont été changés, mais nous avons préservé l'authenticité de leur témoignage. Avant d'avoir des enfants, j'avais une consommation plutôt récréative, mais qui m'aidait quand même à gérer mon anxiété. Donc, c'était un peu une façon de médiquer mon anxiété. Maintenant que j'ai des enfants, j'ai aussi une éducation pour l'anxiété. C'est une drogue légale. Mais je continue de consommer des drogues pour m'évader, pour retrouver, je pense, cette partie de moi qui est libre, sans responsabilité, et ne pas avoir à penser à toutes les tâches, la charge mentale, dans le fond, que j'ai au jour le jour. Est-ce que tu serais à l'aise de nommer qu'est-ce que tu utilises comme substance, comme drogue? Avant, je consommais du cannabis. J'ai commencé à faire des réactions allergiques. Fait que mon corps m'a dit que c'était plus une bonne idée. Puis ensuite, j'ai découvert la cocaïne. Fait que j'ai commencé à consommer de la cocaïne avec de l'alcool. Puis ça me permet à la fois de me détendre avec l'alcool, puis de me sentir plus légère, hein, plus à l'aise aussi, plus détendue. Et la cocaïne donne un effet stimulant, tu sais, fait que... En ce moment, dans ma vie, j'utilise principalement des psychostimulants de pharmacie. Donc, l'Adderall, plus précisément. Donc, c'est des sels d'amphétamine. Donc, techniquement, c'est du speed légal que je me procure illégalement par des pairs qui ne prennent pas nécessairement leur prescription. Ces temps-ci, c'est moins pire. J'essaie de diminuer beaucoup, même de voir d'arrêter. Mais ça fait presque une dizaine d'années que je consomme de façon routinière cette drogue-là. Puis avec le temps, avec la consommation qui augmentait, ma tolérance augmentait, ça pouvait arriver que je me procure du speed aussi. Donc la méthamphétamine, la ice, ce que tu trouves dans le... Puis avec l'Adderall, ça me permettait vraiment de... Je me concentrais là-dessus, puis j'étais dopamine dans le kick-off. Puis c'était vraiment genre... Je voulais m'améliorer. Par exemple, je dirais pas exactement quelle passion je pratique, mais il y a une passion que je pratiquais que ça me prenait, cette drogue-là, pour m'améliorer là-dedans. Puis je me donnais, puis j'étais vraiment, on va dire, matrixé, là, fixé sur ça. Puis je consommais, oui, pour récréativement, mais c'était un peu aussi dans le souci de comme quand je fais ça, je suis meilleur. Quand j'étais à jeun, je pratiquais pas cette passion-là. Okay. Mais j'excellais quand je faisais ça. Dans le fond, la consommation, elle a fait partie de ton passé. Est-ce que tu as réussi à identifier à quoi qu'elle te sert exactement, à quoi qu'elle t'a servi cette consommation-là? C'était vraiment ma récompense. C'était ma récompense le soir, après, tu sais.
Après, c'était une gestion d'émotions. C'était vraiment ma façon de gérer mes émotions, premièrement, qu'elles étaient négatives, positives. C'était ma façon de gérer mes émotions. Puis, le soir, c'était, j'ai eu une grosse journée. J'étais en intervention, donc beaucoup dans les problématiques des autres. Fait que pour vider mon cerveau, vider tout ça, après que mes enfants étaient couchés, c'était ma récompense. Là. Je m'accordais, puis je pense c'est tellement tabou, mais beaucoup de personnes qui ont ce système de récompense-là, puis qu'on est beaucoup dans le déni. L'alcool, on dit souvent que c'est comme, ou la dépendance, j'imagine, mais une meilleure amie, parce que c'est là quand ça va mal, c'est là quand ça va bien, c'est là tout le temps, c'est réconfortant qui part là-dedans, là. Il y a beaucoup de réconfort là-dedans. Puis c'est la seule façon que j'ai appris à gérer mes émotions. Fait que quand je suis tombée sobre, c'est pas facile, nous, d'apprendre à faire tout ça à fête. Dépendance à l'alcool puis au speed pendant des années. Est arrivée comment, cette consommation-là, dans ta vie? Je te dirais que c'est parti à l'adolescence. J'ai tout le temps été comme intéressée, on dirait, à freer ou, tu sais, comme à... le côté rebelle, j'ai tout le temps aimé ça. Puis de pas faire ce qu'on te dit, tu sais. J'ai tout le temps aimé ça, me upper, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand je me sens fatiguée, j'aime pas ça, mais c'est normal d'être fatiguée, tu sais, d'un fois. Fait que, tu sais, quand j'étais fatiguée, là, à un moment donné, je me souviens que c'est ça. J'avais une grande fatigue, fait qu'à cause de ça, j'avais recommencé à prendre du speed. Tu suis encore plus fatiguée après, là, ça n'a juste même pas rapport. Puis, la boisson, ça a toujours comme... Je sais pas, j'en prends une, puis il m'en faut 8, là. Tu sais, c'est comme ça. Je peux pas prendre une gorgée, c'est débile. OK? Fait que c'est vraiment une dépendance, là. Ça a fait partie de ton quotidien? Absolument. Jusqu'à récemment, ouais. T'es ton entrepreneur, ça fait longtemps que tu roules ta bosse. Ta business, ça va bien, elle a pris assez d'expansion pour que t'aies pu à te soucier de l'argent, dans le fond. Exact. Fait que toi, la coke est rentrée dans ta vie, t'avais à peu près 18 ans. Quelle place elle prend dans ta vie? Comme tu disais, à 18 ans, je prenais de la coke juste d'un party, 2-3 fois par année. Ça restait comme ça pendant un certain nombre de temps, je dirais pendant 5 ans. Après ça, je me suis spécialisé dans mon domaine. Je voyais beaucoup plus de personnes, on en faisait un petit peu plus, genre 2-3 fois par mois. Après ça, j'ai commencé à faire plus d'argent. Je travaillais pour une entreprise, je voyais plus de monde. Fait que là, il y a plus d'argent, il y a plus de fêtes, la consommation arrive plus facilement parce que là, tu travailles plus. Fait que là, t'es plus brûlé, mais tu veux profiter des fêtes pareilles, là. Fait que là, tu consommes un petit peu plus. Mais ça se faisait surtout les fins de semaine. Sur semaine, là, je faisais jamais rien. Mais là, mon travail payait plus assez. Fait que là, je me suis parti en business. Après ça, je faisais de plus en plus d'argent. Après ça, j'ai rencontré une femme. J'étais super amoureux d'elle, là. Puis là, on s'est séparés. Fait que là, j'avais pas mal tout ce que je voulais, sauf ça. Ça a tellement fait mal là, que je suis tombé dedans vraiment plus, là. Mettons de 3-4 fois par mois à 25 fois par mois. Puis ça, là, ça a duré pendant 4 ans. Puis je suis encore en train de vouloir combattre ça. À quoi qu'elle sert la coke dans ta vie? Au commencement, on se sent super bien. On se sent comme un super-héros. Ton estime personnelle est très haute. T'es capable de faire n'importe quoi. T'es attentif. Quand t'en fais 10-15 fois par mois, là, ça fait plus vraiment la même chose, là. Tu vas devenir plus anxieux. C'est plus vraiment agréable, mais tes émotions y arrêtent, là, tu sais. Fait que tu ressens moins de peine, tu ressens moins la dépression, tu ressens moins que t'es une merde, on va dire. Tu compenses, puis c'est pour ça que tu deviens addict, parce que tu te sens tellement mal. Je t'ai rendu à faire ça, là, 95% du temps, là. J'étais tout le temps pété. J'ai commencé à perdre des contrats, mais t'en fais de plus en plus parce que ça va de plus en plus mal. Tu travailles 75-85 heures semaine, puis là, t'as les payes à faire, puis les factures. Fait que pour être capable de combler ce manque-là, j'en faisais la nuit, puis le lendemain, tu travailles pareil, même si t'as pas dormi. Fait que tu t'aides avec ça. Puis après, tu dors. Trop. Je pensais jamais être dépendant à ça parce que j'en ai fait pendant 15 ans sans problème, là. Mais là, tu travailles dans la nuit, paquet de nerfs, puis tu te dis, je pourrais en faire juste une petite ligne, tu sais. Tu sais, est-ce que ça te tente d'en parler à d'autres personnes quand tu sais que le jugement des gens est souvent « Oh mon Dieu, de la coke, c'est un drogué ». Puis là, tu penses aux images de ruelles, puis là, t'es un drogué fini. Tu vas le voir, le jugement dans les yeux, là. Puis c'est pas de leur faute, parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent de ça, tu sais.
Moi, je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent puis qui en font régulièrement, avec des directeurs, des avocats, des pharmaciens, des gens de business comme moi, des gens qui ont des bons postes, là. Mais ils font ça dans des parties de maison parce qu'ils veulent pas que les gens sachent qu'ils font ça. C'est caché, c'est discret. Mais je le sais qu'ils en font parce que je les ai vus. Ils en font avec moi. De ta consommation, est-ce que tu en parles ouvertement de ta consommation dans ta famille, tes proches? Absolument pas. Parce que autour de moi, les gens qui me parlent, mettons, de consommateurs de cocaïne, tu sais, justement, ils savent pas que moi je consomme, mais les choses que j'entends, c'est péjoratif, en fait, là, souvent, là, tu sais. Puis les gens qui consomment de la cocaïne sont perçus comme des gens qui ont un problème, automatiquement, qui ont un problème de consommation. Tu sais, que cette consommation-là va avoir des impacts négatifs. Et c'est des gens qui peuvent pas réellement être en contrôle de leur consommation. Bon, d'un, c'est illégal aussi. Fait que non, tu sais, t'en parles pas. Tu sais jamais à qui tu t'adresses non plus, des fois, là. T'en parles pas, là. Puis en même temps, ben, c'est un peu... on se sent comme dans un monde parallèle, là. Genre, les gens s'imaginent pas... les gens s'imaginent pas toutes les personnes qui en consomment, puis... et en plus, moi qui ai des enfants, tu sais, je veux dire, c'est facile de faire un plus un. OK, elle consomme une drogue illégale, puis elle a des enfants. Est-ce que elle pourrait être plus à, tu sais, je pourrais être plus à risque d'être négligente envers mes enfants, par exemple, tu sais. Fait que ça, c'est très tabou. Les gens qui en ont jamais consommé, peut-être s'imaginent l'effet qu'a cette drogue-là, comme si... je sais pas, comme si t'étais complètement en dehors de ta réalité quand tu consommes ça, tu sais. Mais c'est sûr que la drogue qu'on retrouve sur la rue, il y a toujours un risque aussi qu'on sache pas exactement ce qu'on prend, tu sais. Fait que la journée où je vais faire une ligne de coke puis que je vais me ramasser à l'hôpital parce que finalement, il y avait du fentanyl dedans ou il y avait d'autres choses... Puis que finalement, j'ai risqué ma vie, sachant que j'ai des enfants. À la limite, je me juge moi-même pour ça, tu sais. Je me trouve un peu irresponsable, tu sais. Même si je fais pareil. T'en parles-tu ouvertement de ta consommation? Est-ce que c'est quelque chose que tu caches à des gens ou... Absolument. C'est le côté le plus grave de ma consommation, c'est sûr. Mais j'en parlais pas. Ma famille ne le savait pas. Mes blondes ne savaient pas, puis ça, c'était le pire. J'ai menti à mes blondes au moins 400 fois, là. Tu sais, là, que genre, j'étais à jeun, mais non, je suis pas gelé, là, tu sais. Mais ils savaient pas, mais j'avais un pack de 30 Adderall dans mon sac, puis j'en pognais par jour, tu sais. Puis il était caché à la maison, là, tu sais, quand elle partait, là. Fait que, j'ai roulé de même longtemps, puis je pense que c'est le pire côté de la consommation, de stimulant pour ça, pour la performance, c'est que là, t'as un masque, dans le fond, tu sais. C'est que t'as toujours le petit démon de la culpabilité qui sait que tu n'as quelqu'un, que t'es gelé, mais faut pas qu'il le sache. Même, je me rappelle de ma blonde qui me dit « Hey, bravo, c'était full amélioré. La dernière fois que tu m'as dit que t'en as pris, ça fait genre 3 mois. Mais c'est dans ma pire passe de Adderall. Où est-ce qu'elle en faisait le plus, tu sais? » Puis j'ai dit « Ah, ben, merci, tu sais. Puis pourquoi? Pourquoi on cache ça? Est-ce qu'on a honte? On a honte de pas être... de pas être capable de se tenir, tu sais, mettons. De pas être capable d'avoir du self-control, ben, du contrôle de soi-même. Parce que c'est mal vu. Le speed, c'est très mal vu. Tu sais, l'adhérage, j'en parlais, mais je parle jamais du speed, là. Il y a ceux qui savaient que je faisais du speed, c'est genre mon ami qui fait du speed, mais qui j'en faisais, tu sais. Ou j'en achetais, c'est that's it. Ça aurait été quoi pour toi les conséquences d'une ouverture, mettons? Ben, c'est mon orgueil. C'est mon orgueil qui est touché, là. C'est mon ego démesuré d'alcoolique, là, qui est touché, là, tu sais, j'aurais pas eu le choix d'admettre que j'étais pas si fonctionnelle que ça. C'est exemple mon boss, parce qu'elle est venue me parler. J'aurais pas eu le choix d'admettre que finalement, OK, j'ai un problème puis j'étais pas capable, là. C'est ça, c'est l'ego, là, qui fait mal. La peur de perdre ma job.
La peur de ne pas subvenir aux besoins de la famille, tu sais, ça va tout ensemble. Mais surtout la peur de faire face à la dépendance. Là. C'est ça qui fait mal. De se rendre compte qu'on l'a échappé puis qu'on a perdu la maîtrise de notre vie, même si on pense qu'on est donc fonctionnel. Moi, si j'ai la facilité d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis sobre, là. Mais tu m'aurais pogné l'année passée, puis mon discours aurait été complètement différent. Tellement je suis dans le déni, là. C'est une roue, hein? Tu essaies le couteau de cacher ça. Puis tu bois plus, des fois, puis c'est des niaiseries, là, devant les boches. J'en ai fait plein sans que ça s'en rende compte, tu sais, c'est niaiseux, là. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, fait que y a une peur, mais en même temps, la dépendance est tellement plus forte que tu fonces quand même là-dedans, puis tu t'embarques là-dedans, puis que j'aille consommer du cristal il y a 20 ans, ça n'a pas de conséquences, là, dans ma vie aujourd'hui, là, tu sais, si... Même, tu sais, mais parce que j'ai fait le cheminement, mais que là, je suis alcoolique aujourd'hui, mais ça peut avoir des conséquences aujourd'hui, c'est sur la stigmatisation que moi, je veux que j'y vais, c'est clair, là. C'est ça. Ouais. Fait que je l'assumais pas, en fait, j'étais dans le déni, là, mais c'est ça. De ta consommation. Ben, clairement, j'étais dans le déni longtemps. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, parce que tu veux pas que ton employeur, il te juge par rapport à ça. Tu veux pas que les gens ils te jugent par rapport à ça. Ça fait faible. Ça fait mésadapté. Ça fait pas fiable aussi. Tu sais, fait que tu sais, c'est sûr que t'écris pas ça sur ton CV, là. Ouais. Mais ça m'amène justement à te poser la question. Tu sais, tu dis, je le cachais, tu n'en parles pas ouvertement de ta consommation. Le problème d'alcool, des fois, je pouvais en parler. Dans la dernière année, un petit peu plus, mais non, pas au monde de ma job. Surtout pas quand je travaillais en administration, oublie ça. Jamais. Si j'avais pas l'air de flux le lendemain, c'était pas à cause... jamais que j'aurais dit j'ai bu hier, là, jamais. Là, c'était bien des... Fait que si je me couchais tard, c'était le goût de boire qui était jamais comme... J'étais jamais capable d'arrêter. C'est vraiment d'alcoolisme, là. Un peu dur, là. Je devais, puis c'est comme boire, puis... mais pour tenir l'alcool, quand t'es fatigué de ta semaine, ben, tu sais, c'est vraiment une dépendance liée aussi, là. Puis oui, le lendemain, je faisais du speak, puis tu sais, c'était comme ma bouée de secours, là, tu sais, vu que j'ai pas beaucoup dormi, ben, je vais faire ça. Fait que là, après ça, tu rentres dans l'engrenage, puis t'es pogné là. Si tu voulais demander de l'aide pour ta consommation, est-ce que tu serais à l'aise d'aller dans le système public? Je serais moins à l'aise d'aller dans le système public parce que, veux pas, on est dans une petite ville. Fait que les chances que je recroise, dans le fond, les gens du service en dépendance, ben, sont grandes. Puis c'est moins risqué, tu sais, d'y aller avec quelqu'un de l'extérieur, tu sais, ne serait-ce que pour la tranquillité d'esprit, tu sais, de dire, c'est ça, je fais affaire avec un intervenant de l'extérieur, fait qu'il y a pas de chance que ça glisse dans un party de Noël trop arrosé de la personne qui travaille en dépendance, c'est la cousine du frère de l'autre qui est là, puis... Ça donne de même, puis là, je sais pas, tu te fais inviter dans une soirée, puis là, oups, l'intervenant est là, tu débarques chez la personne, tu sais. Fait que là, dans le fond, c'est pas une question de qualité de service, c'est pas une question non plus même de réelle confidentialité, c'est le fait qu'on est en Abitibi, les villes sont pas grandes, on se croise, on se recôtoie. De ce que j'en comprends, c'est que dans le fond, ça enlève un peu une proximité qu'il y a naturellement dans les villes de l'Abitibi. Est-ce que tu as déjà été chercher de l'aide pour t'accompagner là-dedans? C'est un long processus dans la sobriété. Tu sais, ça fait plusieurs années que je commence à me questionner. Il me semble que c'est tellement banalisé, justement, l'alcool. C'est tellement banalisé, tellement... tout le monde prend un verre, là. Tu sais, il y a comme une mode présentement, sober, OK, ça commence à être un petit peu plus accepté, beaucoup plus en vogue, mais ça... Tu sais, moi, je me souviens, je demandais à des amis, je trouve que je bois trop, nanana, ben voyons, on a, tu prends rien que 2-3 bières le soir, puis t'es là, tu sais. Ils me voyaient être fonctionnel. Fait que moi, j'allais chercher de la validation auprès des gens, puis finalement, les gens, ils me réconfortaient là-dedans, fait que j'avais pas besoin d'arrêter, parce que tout le monde le faisait, tu sais, fait que mais je me questionnais. J'ai voulu, une fois, aller dans des meetings à puis ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans qu'on m'avait parlé des meetings à
mais j'osais jamais y aller parce que j'avais peur de croiser la clientèle avec laquelle je travaillais. Fait que je j'étais pas capable j'étais pas capable d'être aussi fragile devant eux parce que je me disais, bon, je serais pas capable de les aider convenablement si moi-même je suis fragile comme ça. Fait que je voulais pas qu'ils voient ma dépendance, je voulais pas, c'est pour ça que j'en parlais jamais. Puis il y a des fois où j'ai voulu aller chercher de l'aide au CLSC, exemple en dépendance. Puis finalement, l'intervenante, j'avais été à une rencontre, puis je la connaissais, je travaillais avec elle, fait que j'étais super mal à l'aise. Fait que j'ai jamais été plus loin que ça dans la recherche d'aide parce qu'à chaque fois que j'essayais quelque chose, j'étais bloquée, j'avais peur, j'avais honte, j'avais peur. Je voulais pas que ça nuise à mon travail, justement, avec la clientèle que je fréquentais qui me verrait là. Il y a des peurs de conséquences externes. Tu as des peurs de conséquences internes, tu sais, comme quand tu dis la peur que j'ai à faire face à hey, je suis pas fonctionnelle. Puis il y a aussi la peur de j'allais pas voir de l'aide au CLSC, j'allais pas voir de l'aide à ces places-là parce que la peur de la DPJ, c'est incroyable. Ça, c'est une grosse peur, là. Ça reste qu'indépendance, c'est ça. Puis aller chercher de l'aide, ben, c'était peurant pour ça, là, parce que tu peux pas t'ouvrir complètement. Je me suis jamais ouvert complètement au médecin, je me suis jamais ouvert complètement Même quand je t'ai arrêté, même quand j'ai dit au médecin que j'arrêtais de consommer, j'ai jamais tout dit. J'ai bien trop peur, tu sais, de la DPJ, puis pourtant, mes enfants manquent de rien, là. Je suis un enfant de la DPJ, fait que j'ai mes traumatismes dedans, mais... Ouais. Fait que c'est lourd. Si tu avais eu la chance d'utiliser des services privés, est-ce que ça aurait été différent pour toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si quelqu'un... Si j'aurais eu les moyens financiers, si j'aurais eu aussi... Parce que je pense que c'est méconnu, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de services privés en dépendance? J'en ai même pas aucune idée moi-même. À part des thérapies, peut-être que tu peux payer. Mais tu sais, la thérapie, ça, c'est une chose que j'ai tout à fermer à la porte parce que j'ai les enfants, je peux pas me permettre de. Parce que il n'y a pas personne d'autre qui va prendre soin de mes enfants. Je suis mère monoparentale. Fait que il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir les prendre en charge. À un moment donné, dans ta vie, il est arrivé comme un dérapage. Ta vie était plus en équilibre. Moi, j'ai pris ça pour de la performance. À un moment donné, ça allait mal amoureusement, puis j'ai pris ça comme une pas pire béquille, on va dire. Ça aide pour être performant pareil, là. C'est vraiment plate à dire, mais c'est vrai que ça marche. J'ai fait ça toute ma vie, puis je l'ai chié les derniers 4-5 ans. Avant, là, il y avait zéro dépendance, là. Zéro. Puis est-ce que tu en parles ouvertement de ta consommation? Non, parce qu'ils ne comprendraient pas. Au lieu de dire que j'en ai fait 28 fois par mois, ben je vais dire que j'en ai fait 5 ou 6 fois, tu sais. Sinon, ils vont dire que je suis fou, ils vont dire n'importe quoi. Puis serais-tu à l'aise d'aller dans le système public pour demander de l'aide pour ta consommation? Si j'avais à demander de l'aide, là, c'est sûr que j'irais au privé. J'aurais même pas à penser. C'est sûr que c'est le privé. Pourquoi? Je veux pas avoir de dossier public. C'est la seule raison. C'est pas à cause que le service est moins bon. Au privé, tu peux choisir. Tu peux choisir dans quelle ville, au Canada même, au cas où, tu sais. Tu vas faire sûr que ça se rende pas au public, parce que s'il t'arrive quoi que ce soit, là, ben, personne va le savoir. Quand tu fais plus d'argent, tu as des assurances-vie, fait que s'il m'arrivait quelque chose, là, puis que c'est marqué à quelque part que j'ai déjà fait ça, ben, ces assurances-là tomberaient à l'eau. Donc, si tu veux léguer quelque chose à tes enfants, là, ben, tu veux faire sûr que personne ne sait ça. C'est la même chose pour les prises de sang. Dans le fond, là, tout ce qui pourrait être public, je ne vais pas là. On est tous très, très proches d'avoir un problème de consommation. En fait, on a probablement tout un problème de consommation, que ce soit une drogue ou une substance comme le café, le sucre, whatever. On a tous des problèmes, dans le fond, puis c'est facile de juger, mais il faut se mettre un peu dans la peau de la personne puis de voir l'humain derrière la consommation. Mais prends le temps d'écouter cette personne-là, puis pas de penser que ça arrive juste aux autres, parce que ça pourrait t'arriver à n'importe quand. Je crois que le tabou, c'est une mauvaise chose. Ben, ces genres de choses-là vont t'empêcher d'aller chercher de l'aide, vont t'empêcher de pouvoir consommer puis de vivre en même temps. Parce que c'est possible. On se le cachera pas, c'est possible de vivre et consommer en même temps. Moi, j'ai toujours aimé ça, expérimenter les drogues parce que ça amène des sensations. Justement, c'est explorer un peu comment mon corps, comment mon esprit va réagir, tout en étant toujours prudente, tu sais. J'ai jamais été quelqu'un non plus qui prend des risques pas calculés, puis qui met ma vie en danger, mettons, facilement. Mais c'est ça, le goût du risque. J'ai besoin dans ma vie de cette
de cette... de ça, de prendre des risques. Ça me fait sentir vivante, ça me fait sentir libre. Ouais, ça m'apporte quelque chose. Ça répond à un besoin comme ça que j'ai de... Je vois avec le feu, je sais pas. La vie rangée te permet pas ça. Il te manque quelque chose. Il y a comme un manque, un besoin à combler du fait que si tu n'avais pas ces sensations-là, tu aurais l'impression de passer à côté de quelque chose ou de pas être pleinement épanoui, mettons. Ça serait aussi plate que jamais se permettre de... Dans le fond, moi, je comprends aussi qu'il y a vraiment un gros rôle des hormones là-dedans aussi, tu sais, vouloir ressentir la dopamine, puis la sérotonine, les endorphines, en tout cas. Fait que oui, la vie serait moins tétillante, mettons. Peut-être que c'est justement parce que moi, avec mon anxiété, je vis quand même des montagnes russes, tu sais, je peux me retrouver à me sentir très, très mal, tu sais. Fait que quand je consomme, je me sens très, très bien. On dirait que ça vient balancer aussi, tu sais. Ça me fait rejoindre cet équilibre-là. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. J'ai aussi conscience que je pourrais être attirée d'essayer certaines drogues que je décide de ne pas essayer parce que je trouve que j'ai une personnalité dépendante, tu sais, que je pourrais facilement me déraper, tu sais, perdre le contrôle, c'est ça, de ma consommation. Si je comprenais pas aussi bien, mettons, comment l'effet fonctionne sur moi, tu peux pas t'ennuyer de drogues que tu n'as jamais essayé. Fait que je fais le choix aussi de pas consommer certaines drogues pour pas que ça me mente. On s'auto-médique avec ce qu'on peut trouver qui va nous relaxer, puis tout, au lieu d'aller chercher de l'aide à la base, peut-être que, puis à un moment donné, ça vient de la dépendance dans laquelle tu n'es plus capable de te défaire. Puis c'est vraiment une détresse, là, tu sais. Quand quelqu'un est rendu à aller chercher de l'aide parce qu'il est en détresse en tabarnak, là, tu sais. Fait que faut pas les juger, faut juste... C'est pas juste ça, la personne n'est pas juste quelqu'un qui a un problème de dépendance, il y a quelqu'un en arrière de ça. Puis, faut faire abstraction de ça. Tu sais, faut aller voir l'humain derrière ça. Fait que je pense que ça prend vraiment un allié, une personne à qui on peut se confier pour essayer de cheminer, puis nous rendre ça là-dedans. Quelqu'un qui va pas banaliser, quelqu'un qui va pas nous dire, ben non, c'est pas grave, là. Un verre, c'est pas grave. Fait que moi, je pense vraiment que c'est de trouver son allié, que ce soit dans notre milieu de travail ou à l'extérieur, dans les services qui existent. Mais ça se fait de ne pas rester plus sur de se rappeler à quel point que c'est souffrant puis que ça n'enlève pas les capacités de personne. Hein. J'étais quand même une excellente intervenante, même plus des fois parce que je connais. Fait que ça n'enlève pas les capacités de personne, mais la personne reste que cette personne-là est souffrante. Si elle a de courage d'aller chercher de l'aide, puis si elle a le courage de venir cogner, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie puis d'amour autour d'elle parce que justement, ça... Pour le statut professionnel, puis pour toutes les autres choses qu'on a nommées, ben, ça demande un courage encore plus grand, là. Fait que ça demande un courage à tout le monde, là, d'aller chercher de l'aide. Fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de prévention qui nécessite de se faire, là. Puis de connaissances, des services qui sont offerts, là. Ouais. Puis aujourd'hui, y a-tu quelque chose que tu réalises que tu aimerais partager? Bien, aujourd'hui, je peux te dire que si les personnes autour de toi te disent d'arrêter, bien, ça change rien. Si les personnes que t'aimes te disent d'arrêter, ça change rien. La seule personne qui peut te dire d'arrêter, c'est toi. C'est de t'en rendre compte toi-même. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup de ta générosité. Merci d'avoir pris le temps qu'on s'appelle aujourd'hui. Puis merci d'avoir partagé ton histoire. Bien, merci à toi. Les dommages causés par la stigmatisation ne sont que des impacts collatéraux provenant entre autres de la méconnaissance du monde de la consommation. Peur, honte, mensonges, perte de confiance et d'estime, isolement. Voilà quelques-uns des symptômes de la stigmatisation qui n'aident en rien la personne faisant usage de substances. Ces gens sont-ils des criminels? Sont-ils des victimes?
Doit-on les prendre en pitié? Devrions-nous les enfermer pour les couper de toute trace de substances addictives? Pourquoi ne pas changer d'angle de vue et de tenter de comprendre pourquoi la personne ressent le besoin de consommer? L'écouter, tenter de voir chaque personne dans son entièreté, avec ses raisons, son passé, ses expériences. Lui redonner une voix, la voix qu'elle a perdue, parfois enterrée sous le fardeau de la honte. Mettons fin au tabou et donnons-nous la chance de comprendre.